Il était le jeune fils de l'un des hommes les plus riches de France. Faible malade et grandissant dans le silence d'un grand manoir à la périphérie de Paris, où l'argent semblait tout résoudre, sauf l'essentiel. Autour de lui, tout le monde obéissait, gardait ses distances et suivait les routines comme des automates. Jusqu'au jour où une femme de ménage discrète entra dans sa vie. Elle n'avait ni fortune, ni titre, ni influence, mais le garçon vit en elle quelque chose que personne d'autre ne possédait. Un jour après un traitement particulièrement douloureux, il lui fit une demande si simple qu'elle en fut bouleversée. Ce qu'elle fit ensuite ne changea pas seulement la vie de l'enfant, cela força aussi son père à affronter une vérité qu'il avait enterrée depuis des années. Et quand cette vérité éclata, personne ne l'avait vu venir, ni les médecins, ni le personnel, ni même le milliardaire lui-même. Avant de poursuivre cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de dire en commentaire d'où vous nous regardez. Guillaume Cartier était l'un des hommes les plus riches du pays. Il possédait tout ce que l'argent pouvait offrir, voitures de luxe, jets privés, propriétés sur la Côte d'Azur, et un manoir si vaste qu'il ressemblait à un petit château. Mais tout cela n'avait plus aucun sens depuis la mort de son épouse Émilie. Elle s'était éteinte quelques semaines seulement, après avoir donné naissance à leur fils Noé, emporté par un cancer foudroyant que personne n'avait su détecter à temps. Depuis, Guillaume vivait seul dans cette demeure immense, devenue vide. Chaque couloir résonnait de son absence. Ce qui avait autrefois été une maison chaleureuse n'était plus qu'un mausolée de marbre et de silence. Sur chaque mur, une photo d'Émilie souriait, rappelant à Guillaume tout ce qu'il avait perdu. Il essayait de se distraire en travaillant davantage, en investissant des millions d'euros dans la recherche médicale pour combattre la maladie qui l'avait arraché à lui. Mais rien ne suffisait. Il avait beau signer des chèques, financer des laboratoires, créer des fondations, un vide subsistait toujours. Il se sentait impuissant, brisé, terriblement seul, même entouré de richesses et de succès. Son fils Noé, encore si jeune, qu'il comprenait à peine le monde, faisait déjà face à une réalité cruelle. Il avait hérité non seulement des yeux et du sourire de sa mère, mais aussi de la même maladie qui l'avait tué. Les médecins l'avaient diagnostiquée tôt, mais elle restait grave. L'enfant devait subir des traitements constants, médicaments, analyses, injections, jour après jour. Le responsable de ces traitements était le docteur Henri Deschamps, un médecin réputé et respecté pour son expérience. Il faisait de son mieux pour rassurer Noé, pour lui parler doucement, mais les soins étaient durs. L'enfant pleurait souvent. Parfois, il était trop épuisé pour jouer, ou même pour manger. Il ne comprenait pas pourquoi il vivait à l'hôpital, ni pourquoi son corps le trahissait. Son père Guillaume restait à distance, observant dans l'ombre. Il voulait s'approcher, mais quelque chose en lui l'en empêchait comme s'il ne savait plus comment être un père. La maison qu'ils habitaient était pleine de meubles anciens, de grandes baies vitrées et de couloirs silencieux. Tout y était parfaitement propre, ordonné mais sans vie. Il n'y avait ni rire, ni musique, ni chaleur. Le personnel faisait ce qu'il pouvait servir. Les repas nettoyaient les chambres, planifiaient les visites médicales. Mais tous ressentèrent la tristesse qui planait dans l'air. Chaque pièce portait un souvenir d'Émilie, et Guillaume ne pouvait y échapper. Souvent, il restait de longues minutes devant ces photos, repensant à la vie qu'ils avaient eue avant que tout ne s'effondre. La nuit, il ne dormait pas. Il errait dans le manoir, s'arrêtant parfois à la porte de la chambre de Noé, juste pour le regarder respirer. Parfois, il pleurait en silence. Le vide autour de lui faisait plus de bruit que n'importe quel son. Il possédait tout, et pourtant, il n'avait plus rien. L'argent ne pouvait pas réparer ce qui était brisé. Il ne pouvait pas ramener Émilie. Il ne pouvait pas guérir Nocé. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était attendre, espérer et regarder. Guillaume pensait qu'en finançant la recherche médicale, il parviendrait à faire une différence.
Il faisait des dons aux hôpitaux, soutenait des laboratoires, payait pour des études cherchant à comprendre le cancer d'Émilie. Il rencontrait des médecins, des chercheurs, posait 1000 questions, signait sans compter. Mais chaque fois qu'il entrait dans l'hôpital où Noé était soigné, il se sentait impuissant. Il n'était pas médecin. Il ne pouvait rien réparer de ses propres mains. Il se contentait d'attendre et de payer. Cela le rongeait, il se sentait spectateur de sa propre vie. Le docteur Deschamps lui rendait compte régulièrement, avec une voix posée et bienveillante, mais les nouvelles étaient rarement bonnes. Les traitements ralentissaient la maladie, sans la guérir. Guillaume commençait à craindre de perdre aussi son fils. Cette pensée le hantait jour et nuit. Noé, malgré tout, restait un enfant doux et curieux. Même dans la douleur, il souriait parfois. Il aimait dessiner avec ses crayons de couleur et regarder les oiseaux par la fenêtre de sa chambre d'hôpital. Le docteur Deschamps faisait tout son possible pour rendre les traitements de Noé plus supportables. Il apportait parfois des jouets et expliquait les procédures avec des mots simples adaptés à son âge. Mais la vérité, c'est que le petit garçon passait plus de temps dans un lit d'hôpital que dans une aire de jeu. Il manquait tout ce que les autres enfants vivaient naturellement. Il voyait rarement son père de près. Guillaume apparaissait parfois silencieux à quelques mètres, observant sans oser s'approcher. Noé ne sentait jamais sa main sur la sienne, ni n'entendait de paroles réconfortantes. La distance entre eux grandissait chaque jour, même s'ils partageaient le même toit. Le seul lien qui les unissait encore était leur chagrin. L'un était trop jeune pour le comprendre, l'autre trop brisé pour savoir comment y faire face. L'espoir semblait appartenir aux autres. Dans le manoir Cartier, le temps passait lentement. Chaque journée se ressemblait calme, lourde et remplie de douleur. Guillaume passait la plupart de ses heures seul dans son bureau, les yeux perdus sur des rapports qu'il ne lisait plus. La gouvernante lui apportait des repas qu'il ne touchait pas. Les infirmières entraient et sortaient, vérifièrent l'état de Noé et faisaient leur compte rendu à Guillaume, qui hochait simplement la tête sans un mot. Le docteur Deschamps faisait de son mieux, mais même lui ressentait le poids de la situation. Il admirait la force apparente de Guillaume, mais voyait aussi la peur dans ses yeux. Tous dans cette maison attendaient des nouvelles, un changement, quelque chose qui brise le silence. Mais rien ne venait. Noé continuait ses traitements. Guillaume continuait à pleurer en travaillant. Le souvenir d'Émilie habitait chaque recoin. Le silence était profond, la tristesse plus forte que tout. Dans la maison Cartier, il n'y avait ni rire, ni réconfort, ni joie, seulement la lointaine illusion qu'un jour peut-être les choses iraient de mieux. Pour l'instant, il ne restait que le vide. Quand la dernière équipe de soignants quitta la maison Guillaume Cartier, dut chercher quelqu'un de nouveau pour aider son fils. Les précédents avaient été professionnels, mais froids, concentrés sur les horaires et les traitements sans aucune chaleur humaine. Guillaume contacta une agence et demanda une personne expérimentée, fiable et calme. C'est ainsi que Claire Moreau entra dans la vie des Cartier. Elle parla peu lors de l'entretien, écouta attentivement, hocha doucement la tête et accepta de commencer immédiatement. Sa présence était discrète, presque invisible. Elle portait des vêtements simples et se déplaçait dans la maison sans un bruit. Guillaume la regarda à peine, expliqua ce qu'il fallait faire, puis s'en alla. Claire ne posa pas de questions. Elle observa et apprit. Elle prit le temps de comprendre la maison, ses habitants et surtout Noé. Elle ne se précipita pas. Elle observa comment l'enfant réagissait, comment les infirmières travaillaient et comment Guillaume s'effaçait. La maison était silencieuse, mais Claire sut attendre le moment juste pour agir. Au fil des jours, elle prit davantage de responsabilités, pas seulement le ménage ou le linge. Elle commença à s'asseoir dans un coin de la chambre pendant les traitements de Noé. Elle ne parlait que si on lui adressait la parole. Parfois, elle fredonnait doucement,
ou racontait une courte histoire, d'une voix apaisante. Noé, qui fuyait habituellement tout contact visuel, commença à la regarder à la dérobée. D'abord par curiosité, puis avec une attention nouvelle. Peu à peu, il réagissait à sa présence. Il pleurait moins quand elle était là. Claire prit soin de ne pas dépasser les limites. Elle demandait toujours l'autorisation avant d'aider et ne forçait jamais Noé à parler. Un jour après une longue séance, elle lui offrit un petit jouet. Il ne dit rien, mais le serra fort dans sa main. Guillaume remarqua ces détails. De loin, il observait sans savoir quoi en penser. Il n'aimait pas voir quelqu'un d'autre s'approcher autant de son fils, mais il ne pouvait nier que Noé semblait aller un peu mieux. Claire changeait quelque chose. Elle poursuivit sa démarche douce et constante. Le soir, elle commença à lui lire des livres simples pleins d'images et d'animaux. Au début, Noé écoutait à moitié, les yeux presque fermés. Puis, une nuit, il lui demanda de relire la même histoire. C'était la première fois qu'il formulait une demande depuis des semaines. Claire accepta et lut lentement en lui montrant les images. Parfois, elle chantait doucement quand il était trop fatigué. Elle l'aidait aussi pendant les séances de rééducation, l'encourageant par de petites phrases. Encore un pas, Noé, juste un pas de plus. L'enfant commença à réagir davantage. Il esquissa quelques sourires, fit plus d'efforts pendant les exercices et murmura même quelques mots. Les infirmières furent surprises. Guillaume observait ce changement avec des sentiments mêlés. Il était reconnaissant, mais aussi inquiet. Émilie avait été la dernière à apporter ce genre de chaleur dans la maison. Voir Claire atteindre son fils lui donnait l'impression de perdre à nouveau quelque chose, sans savoir quoi exactement. Il tenta de garder ses distances comme toujours. Il se répétait qu'elle ne faisait que son travail, que cela ne signifiait rien de plus. Mais au fond de lui, il savait que tout avait changé. La maison ne semblait plus aussi silencieuse qu'avant. Parfois, il entendait le rire léger de Claire, se mêler à celui de Noé. Guillaume la voyait parfois assise près de Noé, lui tenant la main pendant les traitements. Elle n'agissait ni comme une infirmière, ni comme une domestique, mais comme quelqu'un qui se souciait vraiment de lui. Guillaume ne savait pas comment se sentir face à cela. Il ne s'interposait pas, mais évitait de rester trop longtemps dans la même pièce. Il craignait que s'il se laissait ressentir à nouveau quelque chose, la douleur revienne encore plus fort. Claire, elle ne cherchait ni l'attention, ni la reconnaissance. Elle gardait les yeux fixés sur Noé, ne s'immisçait jamais dans la vie de Guillaume. Son univers entier semblait désormais tourné vers l'enfant et sa guérison. Le manoir restait vaste et froid, mais un petit espace quelque part dans cette maison commençait à respirer autre chose, une forme de lien nouveau, fragile mais vivant. Un après-midi après un traitement particulièrement éprouvant, Noé était épuisé et souffrant. La pièce était silencieuse, les machines ne faisaient que biper doucement. Claire lui essuyait le front avec un linge humide quand il saisit soudain sa main. Ses doigts étaient faibles, mais sa prise ferme. Il la regarda avec ses yeux fatigués et murmura d'une voix presque éteinte « Maman, promets-moi que tu vas me sauver. » Ces mots frappèrent Claire de plein fouet. Elle resta figée, incapable de répondre. Sa gorge se serra, aucun son n'en sortit. En regardant le visage du petit garçon, elle y vit un mélange de peur, de confusion et d'espoir. Elle n'était pas sa mère, elle n'était même pas de sa famille, mais à cet instant, il avait besoin de quelqu'un en qui croire. Sans réfléchir, elle se pencha vers lui, le prit doucement dans ses bras et lui murmura « Je te promets que je prendrai soin de toi. » Elle ne comprenait pas encore toute la portée de cette promesse, mais elle la sentait vraie. Elle la prononça avec tout son cœur. Ce moment resta gravé en elle, bien après que Noé se fût endormi. Assise sur la chaise près du lit, elle repensait à ces mots. Ce n'était pas une simple demande d'enfant.
C'était un appel à l'aide, une preuve de confiance absolue. Elle comprit alors que ce travail n'en était plus un. En arrivant au manoir Cartier, elle pensait seulement nettoyer, cuisiner, assister. Mais désormais, tout avait changé. Noé avait besoin d'elle d'une manière que personne d'autre ne pouvait combler. Guillaume, bien qu'il reste distant, l'avait laissé entrer dans leur vie, sans mesurer ce que cela allait provoquer. Cette simple phrase « Promets-moi que tu vas me sauver » avait tout transformé. Claire ne savait pas encore comment elle tiendrait cette promesse. Elle n'était pas médecin, elle ne pouvait pas vaincre la maladie. Mais elle pouvait rester veillée, aimer être cette présence constante que l'enfant réclamait. Elle ignorait combien cette promesse allait bouleverser son avenir, mais elle savait qu'elle ne l'oublierait jamais, ni le petit garçon qui avait demandé qu'on lui rende l'espoir. Au fil des jours, Claire commença à remarquer de petites choses étranges. Tout débuta avec les médicaments. Chaque fois que Noé recevait un certain traitement importé, son état empirait au lieu de s'améliorer. D'abord, elle pensa à une coïncidence. Le docteur Deschamps parlait d'effets secondaires normaux et rappelait que la maladie de Noé était complexe. Mais la régularité des symptômes était trop nette pour être ignorée. Quelques heures après chaque injection de ce produit, la peau du garçon devenait pâle. Sa température montait, sa respiration se faisait courte. Claire nota tout en silence, dans un petit carnet qu'elle cachait dans la poche de son tablier, les heures, les doses, les réactions. Elle ne parla à personne au début. Elle voulait être sûre avant d'accuser qui que ce soit. Pourtant, chaque fois qu'elle voyait les infirmières préparer les seringues, un nœud lui serrait l'estomac. Quelque chose n'allait pas. Et au fond d'elle, une peur nouvelle grandissait, celle que Noé ne soit pas soigné, mais blessé. Elle se mit à examiner les étiquettes de plus près. Les noms imprimés sur les boîtes étaient compliqués, mais certaines ne correspondaient alors pas aux prescriptions du médecin. Le dosage inscrit sur un flacon différait de celui noté dans le dossier de traitement. Quelques emballages portaient des numéros de série différents de ceux enregistrés sur les fiches. En comparant les notices, elle remarqua qu'elles décrivaient des médicaments similaires, mais venant de fabricants différents. Les papiers semblaient volontairement désordonnés, comme si quelqu'un avait échangé les produits. Elle tenta d'en parler doucement aux infirmières. « Êtes-vous sûre que c'est le bon médicament pour aujourd'hui ?» demanda-t-elle un après-midi. L'une d'elles lui répondit avec un sourire crispé. « Tout est correct, Madame Moreau, ne vous inquiétez pas. » Mais son ton était glacial. Une autre fois, Claire demanda si le docteur Deschamps avait approuvé ces changements. La réponse tomba immédiatement. Bien sûr, tout passe par lui. Pourtant, les réponses semblaient apprises par cœur, et aucune ne la regardait dans les yeux. Malgré le silence pesant autour d'elle, Claire continua d'observer. Chaque nuit, quand la maison redevenait calme, elle s'asseyait près de la fenêtre et relisait ses notes. Elle comparait les bons jours et les mauvais. Et elle finit par constater que les crises de Noé survenaient toujours après l'administration du même médicament, celui à l'étiquette argentée, orné d'un discret logo bleu. Elle fouilla dans les poubelles et trouva plusieurs boîtes vides portant le même logo argenté et bleu. Le nom imprimé dessus était Pharmanor, une entreprise qu'elle ne connaissait pas. Quand elle en parla à Guillaume, il poussa un long soupir. Il lui expliqua que Pharmanor faisait partie des laboratoires pharmaceutiques qui avaient participé au traitement d'Émilie des années plus tôt. Il lui dit d'arrêter de s'inquiéter, que c'était un fournisseur de confiance. Mais Claire ne pouvait chasser ce malaise. Émilie était morte malgré tous ses médicaments et maintenant Noé souffrait sous la même marque. Ce lien la troubla profondément. Était-ce vraiment une tragédie répétée ou quelque chose de plus sombre? Guillaume lui était épuisé autant physiquement que moralement. Claire remarquait combien son visage s'était creusé et combien sa voix avait perdu de sa force.
Il passait ses journées enfermé dans son bureau, noyé dans les papiers, ou simplement assis, le regard vide. Quand Claire osa lui montrer ses notes, il refusa d'écouter. « Claire, je sais que vous voulez bien faire, mais vous n'êtes pas médecin. Le docteur Deschamps sait ce qu'il fait. Ne compliquez pas les choses, s'il vous plaît. » Sa voix n'était pas dure, seulement lasse, mais ses mots étaient définitifs. Claire ressentit un mélange de frustration et de tristesse. Elle ne voulait accuser personne. Elle voulait simplement protéger Noé. Mais elle voyait bien à quel point Guillaume était brisé. Il ne faisait plus confiance à personne, pas même à lui-même. Il avait perdu sa femme à cause de cette maladie et son fils semblait lui échapper à son tour. Croire que tout allait bien était pour lui la seule manière de survivre. Admettre qu'il y avait un problème aurait signifié affronter une vérité insupportable. Pourtant, même après cet avertissement, Claire ne put se résoudre à abandonner. Elle observa de plus près les livraisons. Elle remarqua que de nouveaux médicaments arrivaient souvent, alors que les anciennes boîtes n'étaient pas encore terminées. Les livreurs venaient tard le soir, apportant des colis sans étiquette claire. Un soir, elle décida de rester éveillée et d'observer depuis la fenêtre de la cuisine. Vers minuit, une camionnette noire s'arrêta dans l'allée. 2 hommes en uniforme déchargèrent plusieurs cartons. Elle s'approcha un peu et distingua clairement l'inscription « Pharmanor ». Son cœur s'emballa. Ce même nom figurait dans les dossiers d'Émilie et sur les boîtes suspectes de la chambre de Noé. Le lendemain matin, elle interrogea l'une des femmes de ménage. Celle-ci haussa les épaules. « Nous ne posons pas de questions sur les livraisons. Tout passe par M. Cartier et le docteur Deschamps. » Claire hocha la tête, mais son esprit tournait à toute vitesse. Plus elle observait, moins les choses avaient de sens. Quelque chose était caché, mais elle ignorait quoi. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle resta longtemps assise à contempler son petit carnet rempli de notes. Les preuves n'étaient pas suffisantes pour accuser qui que ce soit, mais trop nombreuses pour être ignorées. Les médicaments, les étiquettes, les réactions. La société, tout pointait vers quelque chose de dangereux. Elle repensa à la voix faible de Noé, l'appelant maman, et lui demandant de le sauver. Ce souvenir la frappa de plein fouet. Si elle avait raison, si quelque chose d'injuste se produisait, alors Noé n'était pas simplement malade, on l'aggravait volontairement. Un frisson glacé lui parcourut la poitrine, suivi d'une détermination nouvelle. Elle ne savait pas encore ce qu'elle pouvait faire, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus se taire. Avant d'éteindre la lumière, l'image des boîtes Pharmanor resta gravée dans son esprit. Pour la première fois, une pensée devint claire. Et si la maladie de Noé n'était pas un hasard, mais le résultat d'une action délibérée? Cette idée lui fit peur, mais la convainquit qu'elle devait découvrir la vérité. Elle ne pouvait plus ignorer ses soupçons. Les médicaments suspects, les réponses évasives, le nom de Pharmanor revenait sans cesse dans sa tête. Elle avait besoin d'aide de quelqu'un capable de consulter les fichiers de l'hôpital sans attirer l'attention. C'est alors qu'elle pensa à Olivia Bernard, une amie d'enfance. Elles avaient grandi ensemble, mais la vie les avait séparées. Olivia était devenue responsable administrative d'un hôpital parisien, réputé pour son honnêteté et sa rigueur. Claire ne lui avait pas parlé depuis des années, mais décida de la contacter. Un matin, tandis que Noé se reposait, elle l'appela. Sa voix tremblait, tandis qu'elle expliquait la situation. Olivia l'écouta en silence. Elle ne dit pas grand-chose, mais son ton trahissait l'inquiétude. Elle promit de l'aider, tout en la prévenant. « Si ce que tu dis est vrai, Claire, tu touches à quelque chose de très sérieux. » Claire le savait, mais elle était prête à prendre ce risque. Quelques jours plus tard, elle se rendit à l'hôpital pendant un contrôle de routine de Noé. Olivia la reçut dans un petit bureau près de l'aile administrative. La pièce était calme, les stores à moitié fermés,
L'air lourd. Olivia avait déjà commencé à fouiller les archives numériques de l'établissement. Olivia montra à Claire une liste de prescriptions associées au dossier médical de Noé. Certaines correspondaient exactement à ce qu'elle avait noté dans son carnet, mais d'autres non. Ces médicaments ne font pas partie du protocole standard pour son diagnostic, dit Olivia en fronçant les sourcils. Claire se pencha pour lire l'écran. Les fichiers étaient remplis de chiffres de code pharmaceutiques et de termes médicaux incompréhensibles. Mais même sans tout comprendre, elle sentait que quelque chose clochait. Olivia fit défiler les dossiers plus vite, son expression devenant de plus en plus grave. « Regarde ça », murmura-t-elle en ouvrant 2 fiches patients différentes. Les résultats d'analyse étaient identiques, jusque dans les plus petits détails, mais les noms ne correspondaient pas. C'est impossible. Elle comprit aussitôt que les données avaient été copiées ou falsifiées. En continuant, elle trouva des rapports de laboratoire incohérents, des dates d'examen manquantes et des graphiques médicaux dupliqués. Plus inquiétant encore, un lot d'analyses utilisait l'identifiant patient de Noé, mais les dates d'échantillonnage ne correspondaient pas à ses séjours à l'hôpital. Claire sentit son estomac se nouer. Quelqu'un avait échangé les échantillons. « Est-ce que cela pourrait être une simple erreur ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Olivia secoua la tête. Pas avec autant d'incohérence. C'est délibéré. Elle ouvrit alors un autre dossier intitulé « Autorisation spéciale ». À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents signés sous le cadre d'un programme de traitement compassionnel. Olivia expliqua que ces protocoles servaient parfois à tester des médicaments non approuvés, sous conditions exceptionnelles. Les mains de Claire se mirent à trembler. « Non approuvés » demanda-t-elle. Olivia hocha lentement la tête. « Expérimentaux, parfois légaux, parfois non. » Puis en faisant défiler la page, elles s'arrêtèrent net. Un nom familier apparut Émilie Cartier. « C'est la mère de Noé », murmura Claire le souffle court. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Alors, cela remonte à des années. Les documents mentionnaient plusieurs fois Pharmanor, citant des codes de médicaments et des références d'études, reliant à la fois Émilie et Noé au même projet expérimental. Un passage parlait de traitement héréditaire, continué suggérant que la thérapie de Noé faisait partie d'une étude commencée avec le dossier de sa mère. La voix de Claire se brisa. « Tu veux dire qu'ils testent encore sur lui ?» Olivia ne répondit pas tout de suite. Elle chercha dans un dossier plus ancien, classé archives. Après avoir ouvert plusieurs fichiers, elle tomba sur un rapport numérique intitulé « E. Cartier, Trail 02 ». Lorsqu'elle l'ouvrit, les 2 femmes restèrent figées. Il s'agissait d'un compte-rendu complet, d'un essai clinique mené au nom d'Émilie, avec notes médicales suivies et résultats. À la dernière page figurait une signature numérisée d'Émilie Cartier, censée autoriser les tests. Olivia fronça les sourcils. « Claire, cette signature ne correspond pas à son style d'écriture. Elle semble fausse. » Une signature falsifiée signifiait qu'Émilie n'avait jamais donné son consentement. Quelqu'un avait donc utilisé son nom et sa maladie pour mener des expériences illégales. Et désormais, Noé en subissait les conséquences. En poursuivant la lecture, Olivia découvrit un contrat détaillant un partenariat entre l'hôpital et Pharmanor pour tester de nouveaux médicaments oncologiques sur des patients en phase terminale. En théorie, cela paraissait être un projet humanitaire. Mais les petites lignes révélaient autre chose. La société était autorisée à poursuivre la collecte de données auprès des membres de la famille si des similitudes génétiques étaient détectées. Claire sentit un haut-le-cœur. Tout s'expliquait, les médicaments incohérents, les effets secondaires, les livraisons secrètes. Noé n'était pas soigné, il était étudié.
Les deux femmes restèrent un long moment silencieuses, bouleversées par ce qu'elles venaient de découvrir. Pour Claire, le poids de la vérité était insupportable. Tout ce qu'Émilie et Noé avaient enduré faisait partie du même programme cruel, déguisé en aide médicale. Lorsqu'elle quitta le bureau d'Olivia, son cœur était lourd, mais son esprit clair. Ce n'était plus une question de destin, ou de maladie. Émilie et Noé avaient été manipulés, utilisés, trahis par ceux en qui ils avaient placé leur confiance. Elle pensa à Guillaume déjà détruit et se demanda comment il réagirait. Mais surtout, elle pensa à la promesse faite à Noé. Ce n'était plus seulement de le protéger ou de l'apaiser, c'était désormais une promesse de vérité et de justice. En marchant dans les couloirs de l'hôpital, elle entendait encore la voix d'Olivia. « Fais attention, Claire. Ils ne laisseront pas passer ça. » Claire ne savait pas encore quelle serait la prochaine étape. Mais une chose était sûre, elle n'arrêterait plus. La promesse qu'elle avait faite cette nuit-là, au chevet de Noé, avait pris un nouveau sens. C'était désormais une promesse de justice. Elle savait qu'il était temps de tout révéler à Guillaume. Elle ne pouvait plus garder ce secret, pas quand la vie de Noé en dépendait. Ce matin-là, alors que Guillaume était enfermé dans son bureau, entouré de dossiers et d'un silence pesant, Claire entra un petit dossier tremblant entre les mains. Sa voix resta calme, malgré la peur. « Monsieur Cartier, je dois vous montrer quelque chose d'important. » Guillaume leva la tête fatigué et distrait, puis lui fit signe d'approcher. Claire posa les documents sur le bureau, les copies des analyses d'Olivia, les ordonnances irrégulières et les fichiers portant le nom d'Émilie. Elle lui expliqua ce qu'elles avaient découvert, les échantillons échangés, les traitements suspects et le lien avec Pharmanor. Le visage de Guillaume se figea peu à peu. À mesure qu'elle parlait, la confusion céda la place à la colère. Il repoussa brutalement les papiers et se leva d'un bond. « Vous êtes en train de me dire que j'ai laissé ma femme et mon fils être utilisés comme des cobayes? » Sa voix monta d'un ton. Claire tenta de l'apaiser, mais il était trop furieux pour l'entendre. Cette colère n'était pas contre elle, mais contre la peur, la culpabilité et l'impuissance qui le rongeaient. « Vous savez ce que vous insinuez, » cria-t-il. « J'ai tout fait pour sauver mon fils. J'ai dépensé des millions. » Claire essaya d'expliquer qu'elle ne l'accusait pas, qu'elle voulait seulement protéger Noé, mais il n'écoutait plus. Guillaume appuya sur l'interphone. « Faites venir le docteur Deschamps immédiatement. » Quelques minutes plus tard, le médecin entra calme, comme toujours, ajustant ses lunettes. Guillaume lui lança les documents au visage. « Expliquez-moi ça, » dit-il d'un ton sec. Le docteur parcourut les pages d'un œil tranquille, puis esquissa un léger sourire en se tournant vers Claire. « Je vois ce qui se passe, » dit-il d'une voix douce. « Mademoiselle Moreau a mal interprété les données. Ce sont des rapports cliniques tout à fait normaux. Les doublons sont des erreurs informatiques courantes. » Son ton restait poli, mais méprisant. « Elle veut bien faire, » ajouta-t-il. « Mais ce n'est pas son domaine. » Claire répliqua. « Ce n'est pas vrai. Olivia Bernard de l'hôpital a confirmé ces incohérences. » Deschamps l'ignora et s'adressa à Guillaume. « Je connais Olivia. Elle est assez compétente, mais pas qualifiée pour analyser ce type de documents. Parfois, les administratifs croient voir des anomalies là où il n'y en a pas. Ce sont des essais médicaux, sensibles, confidentiels. Oui, mais parfaitement légaux. » Guillaume se frotta les tempes, partagé entre la fatigue et la confusion. « Donc, vous dites qu'il n'y a rien d'anormal. » Le médecin hocha lentement la tête. « Exactement. Le cas de votre épouse était unique, celui de votre fils aussi. Les traitements sont complexes, il est facile pour un non-spécialiste de s'y perdre. Je vous conseille de demander à mademoiselle Moreau de se concentrer sur ses tâches domestiques. » La discussion s'arrêta là. Guillaume se tourna vers Claire, le visage fermé.
Claire, je pense que vous avez fait assez. Ne vous mêlez plus des questions médicales. » Elle voulut protester, mais il leva la main. « S'il vous plaît, je ne peux pas gérer ça maintenant. » C'était fini. Elle venait d'être écartée. En quittant le bureau, Claire se sentit humiliée, impuissante. Tout ce qu'elle avait risqué pour révéler la vérité venait d'être balayé par quelques mots calmes du docteur Deschamps. L'après-midi, Olivia tenta de joindre Guillaume, mais il refusa l'appel. Dans les couloirs du manoir, il passa près de Claire sans un regard. Le silence pesait plus lourd que jamais. Elle resta auprès de Noé tout le reste de la journée, le regardant dormir, repensant à tout ce qui venait de se passer. Une partie d'elle voulait partir oublier cette maison, cette douleur. Mais en voyant le visage pâle du petit garçon, elle sut qu'elle ne pouvait pas. Elle se souvint de sa petite main serrant la sienne, de sa voix murmurant « Promets-moi de me sauver. » Non, elle ne pouvait pas partir. Sa promesse la liait encore, même si tout le monde doutait d'elle. Elle se sentait piégée, mais déterminée. Quelque chose en elle refusait d'abandonner la vérité. Cette nuit-là, tout bascula. Une nouvelle livraison de médicaments arriva en début de soirée, encore une fois, de chez Pharmanor. L'infirmière suivit la procédure habituelle, préparant l'injection pendant que Claire observait impuissante. Elle voulait intervenir, mais n'en avait pas le droit. Quelques heures plus tard, la respiration de Noé devint courte, son cœur faiblit. La panique s'empara de la pièce. L'infirmière appela le docteur Deschamps, tandis que Claire prit l'enfant dans ses bras. Le corps de Noé tremblait, ses petits doigts agrippaient de sa manche. « Reste avec moi », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Le docteur arriva en urgence, donna des ordres rapides pour stabiliser l'enfant. Après de longues minutes de tension, Noé retrouva un souffle plus régulier, mais demeura inconscient. Guillaume, debout dans l'embrasure de la porte, restait figé livide. Claire sentit son cœur battre à tout rompre, en regardant les machines maintenir le garçon en vie. À cet instant, elle comprit qu'elle ne pouvait plus compter sur personne, ni Guillaume ni les infirmières, et surtout pas sur le docteur Deschamps. Si elle voulait tenir sa promesse, elle devrait agir seule. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde se fut retiré, Claire s'assit près du lit de Noé. La pièce était plongée dans la pénombre, les moniteurs clignotaient doucement. Elle lui essuya le front et murmura d'une voix tendre « Je suis là, Noé, je ne partirai pas. » Ses pensées se bousculaient. Chaque avertissement, chaque étiquette suspecte, chaque fausse explication formait un tout qui désormais prenait sens. Elle repensa aux paroles d'Olivia, aux signatures falsifiées, au soi-disant programme de traitement compassionnel. Rien de tout cela n'avait de compassion. C'était de l'exploitation. Elle regarda la petite main de Noé posée sur la couverture et sentit monter en elle un mélange de tristesse et de colère. Cet enfant avait déjà perdu sa mère, et maintenant ceux qui auraient dû le protéger l'utilisaient comme un sujet d'étude. Claire serra les poings. Elle ne savait pas encore comment, mais elle découvrirait qui se cachait derrière tout ça. Sa promesse n'était plus seulement de le sauver, mais d'arrêter les responsables, quel qu'en soit le prix. Lorsque le manoir retomba dans un silence absolu, elle avait pris sa décision. Elle continuerait à enquêter, même si cela signifiait risquer son emploi ou sa sécurité. Elle savait qu'elle affrontait des gens puissants médecins laboratoires, peut-être même les mécènes de l'hôpital, mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait faire confiance à personne. Guillaume était trop brisé pour voir la vérité et le docteur Deschamps cachait manifestement quelque chose. Claire rassembla silencieusement ses notes, les copies de documents, et son carnet rempli d'observations, les glissa dans son sac, puis jeta un dernier regard à Noé, endormi paisiblement. « Je vais arranger ça », chuchota-t-elle. En quittant la chambre, un frisson glacé la parcourut, mais elle ne s'arrêta pas.
Au fond d'elle, elle savait qu'elle entrait dans un territoire dangereux. Pourtant, elle n'avait plus le choix. La promesse faite à Noé était devenue sa seule raison de vivre, et elle était prête à affronter quiconque tenterait de la réduire au silence. Il faisait encore nuit quand Claire se retrouva à nettoyer le bureau de Guillaume. Elle profitait souvent des premières heures du matin pour accomplir ses tâches discrètement, pendant que tout le monde dormait. Le silence l'aidait à réfléchir, et cette nuit-là, ses pensées étaient lourdes. En dépoussiérant les étagères, son chiffon accrocha quelque chose. Une planche de bois dans un coin du mur semblait légèrement détachée. Intriguée, elle la toucha, elle bougea sous ses doigts. Claire jeta un coup d'œil autour d'elle, puis tira doucement la planche. Derrière, dissimulé dans la cloison, se trouvait un petit coffre-fort métallique, sans étiquette, muni d'un cadran et d'une serrure. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentit que c'était important. Elle fouilla dans les tiroirs, cherchant un indice, et remarqua alors un vieux cadre photo sur le bureau. Derrière la photo, un papier jauni portait 6 chiffres écrits à la main. Les mains tremblantes, elle entra les chiffres sur le cadran. Un clic discret retentit. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur des piles de documents soigneusement rangés, certains scellés, d'autres en vrac. Tout en haut, un petit paquet de lettres manuscrites liées par un ruban. Claire les prit délicatement. Les premiers papiers étaient des contrats officiels, des accords entre la famille Cartier et Farmanor. En les parcourant, ses yeux s'écarquillèrent. C'étaient des autorisations pour tester des traitements expérimentaux accompagnés de signatures d'approbation et de relevés financiers. Certaines pages mentionnaient des paiements intitulés « Soutien à la recherche », mais le langage trahissait des pots de vin. Des reçus de versement en liquide et des notes sur la confidentialité complétèrent le tout. Le cœur battant, Claire comprit qu'elle tenait là une preuve tangible, irréfutable, que quelqu'un avait permis des essais dangereux en échange d'argent. Mais ce furent les lettres en dessous qui lui coupèrent le souffle. L'écriture était fine, reconnaissable entre toutes, celle d'Émilie. Claire défit le ruban et lut la première. Émilie y parlait de ses traitements de sa peur et des médecins de Farmanor, qui lui administraient de nouveaux médicaments sans explication claire. Dans une autre lettre, elle décrivait que son état ne correspondait pas à ce qu'on lui avait annoncé. Elle mentionnait avoir entendu le personnel parler de tests de données et commençait à soupçonner que ses soins n'étaient pas entièrement destinés à la guérir. Au fil des lettres, la voix d'Émilie devenait plus inquiète, plus lucide. Dans l'une d'elles, elle écrivait qu'elle voulait tout dire à Guillaume, mais ne savait pas comment s'y prendre. Elle craignait qu'il soit trop lié à la société par ses dons et soutiens et ne voulait pas l'accuser injustement. Ses mots étaient prudents, mais sa peur transparaissait clairement. Elle pressentait que sa maladie servait de prétexte à une expérimentation. Sa confiance dans le système s'était brisée. Claire atteignit la dernière lettre écrite d'une main tremblante. Elle datait de seulement quelques jours avant la mort d'Émilie. Dans cette lettre, Émilie avouait qu'elle était convaincue d'avoir servi de cobaye dans une expérimentation et suppliait quiconque trouverait son message d'empêcher Farmanor de continuer. Les dernières lignes, tracées avec une émotion si forte qu'elle semblait avoir traversé l'encre, disaient « Si j'échoue, je t'en prie, protège notre fils du même destin. » Les mains de Claire se mirent à trembler en lisant ces mots encore et encore. Ce n'était plus un soupçon, Émilie savait. Elle avait tenté de prévenir quelqu'un, mais ces lettres avaient été cachées dans ce coffre oublié pendant des années. Claire pensa à tout ce qu'elle avait vu depuis son arrivée. Les médicaments, les réactions de Noé, le comportement étrange des infirmières, tout s'emboîtait désormais. Émilie avait compris qu'un mal atroce se tramait, et son dernier souhait était limpide, protéger Noé. Claire replia la lettre avec soin, les yeux embués de larmes.
Elle n'arrivait pas à imaginer la peur qu'Émilie avait ressentie en écrivant cela. Serrant encore la feuille, elle se leva et se tourna vers la porte. Elle comptait replacer les documents dans le coffre et avertir Olivia plus tard. Mais à l'instant où elle pivota, elle s'immobilisa. Guillaume se tenait dans l'encadrement. Son visage était livide, ses yeux fixés sur elle, à la fois perdus et épuisés. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Il abaissa le regard, vit les lettres dans ses mains, puis le coffre ouvert. Claire ne tenta pas de se justifier. Elle ne cacha rien. Guillaume entra lentement, observant les papiers sur le bureau, les dossiers et les lettres. Il paraissait vidé comme si l'air lui manquait. Claire vit dans ses yeux le choc, la douleur et la culpabilité. Le passé qu'il avait si longtemps enfoui s'étalait à présent sous ses yeux, impossible à fuir. Il s'approcha, prit une lettre, ses mains tremblaient. Il s'assit et lut quelques lignes. Claire resta silencieuse, immobile. Après plusieurs minutes, il leva la tête, le regard brisé. « Elle ne me les a jamais donnés, » murmura-t-il. « Je ne les ai jamais vus. » Sa voix était basse, presque celle d'un homme qui parle à lui-même. Claire le crut. Cela se voyait, il était bouleversé. Guillaume passa une main dans ses cheveux, puis saisit un contrat. « Pourquoi aurait-elle cru que je ne la croirais pas ?» souffla-t-il. Claire ne répondit pas. Elle ignorait la vérité entière, mais il était clair qu'Émilie avait eu peur, et à juste titre. Guillaume resta là lisant en silence, tandis que la réalité s'abattait sur lui. La société qu'il avait soutenue, les gens qu'il avait financés, avaient exploité sa femme, et à présent, son fils. L'air semblait peser une tonne. Claire s'approcha doucement et posa devant lui la dernière lettre, celle parlant de Noé. Il la fixa longuement, puis la prit. En lisant les mots « Protège notre fils du même sort », son visage se décomposa. Ce n'était plus un homme en colère, ni un milliardaire impassible, seulement un père brisé. Toute la douleur qu'il avait contenue depuis des années ressurgit en un instant. Il s'appuya contre le dossier du fauteuil et cacha son visage dans ses mains. Claire resta là silencieuse, lui laissant le temps d'encaisser. Pour la première fois, il savait tout. Il n'y avait plus de doute, plus de suppositions, seulement la vérité, nue, cruelle, irrévocable. Émilie avait essayé d'arrêter tout cela. Elle avait supplié qu'on sauve leur fils. Et maintenant, cette responsabilité reposait sur Claire. Guillaume finit par abaisser lentement ses mains et leva les yeux vers elle. Il ne parla pas, mais son regard disait tout le passé venait de ressurgir, et désormais, ils allèrent devoir l'affronter ensemble. Guillaume ne fut plus le même après la lecture des lettres. Les mots d'Émilie tournaient en boucle dans sa tête, surtout les derniers « Protège notre fils du même sort ». Il ne pouvait plus détourner le regard. Ce même matin, il se rendit à l'hôpital et exigea de parler au docteur Deschamps. La rencontre eut lieu dans une petite salle privée. Guillaume apporta une copie des documents et les posa sur la table. « Expliquez-moi ça », dit-il, d'une voix ferme. Deschamps parcourut les pages, sans émotion apparente, son visage impassible. Puis, s'adossant calmement, il déclara « Ces papiers ne sont pas officiels. Si vous continuez dans cette voie, je serai contraint d'engager des poursuites pour diffamation, obstruction au traitement et mise en danger de la vie de votre fils. » Guillaume resta sans voix. Il s'attendait à des dénégations, peut-être des justifications, mais pas à des menaces. Le médecin se leva, ajusta sa veste et ajouta « Si vous voulez que votre fils vive, cessez de creuser. Laissez les médecins faire leur travail. » Puis il quitta la pièce, sans un mot de plus. Cette même semaine, des choses étranges commencèrent à se produire. Claire remarqua une voiture noire garée en face du manoir Cartier 2 nuits de suite.
Au début, Claire pensa que la voiture noire garée en face du manoir n'était qu'une coïncidence. Mais lorsqu'elle se rendit à la pharmacie et remarqua le même véhicule, la suivant à distance, son cœur se serra. Peu après, Olivia reçut à son tour des messages anonymes sur son téléphone de courts textos, lui ordonnant d'arrêter ses recherches, l'appelant par son prénom et mentionnant même sa famille. L'un d'eux disait « C'est plus grand que vous. Éloignez-vous. » À chaque sortie, Claire sentait son cœur battre plus vite. Elle tentait de ne rien laisser paraître devant Noé, mais cette impression d'être observée la hantait. Lorsqu'elle en parla à Guillaume pour la première fois, il ne douta pas d'elle. Il hocha simplement la tête et ordonna au personnel du manoir de renforcer la sécurité. Il envoya aussi un homme de confiance installer des caméras autour de la maison d'Olivia. Quelque chose de grave se préparait. Guillaume comprit enfin que ce n'était plus seulement une affaire médicale, c'était une opération dangereuse, et ils étaient allés trop loin dans la vérité. Quelques jours plus tard, le docteur Deschamps annonça qu'il souhaitait transférer Noé dans une unité spéciale pour des soins intensifs. Il affirma que cette équipe possédait plus d'expérience avec les cas complexes et que ce transfert était essentiel à la survie du garçon. Claire n'y crut pas une seconde. Elle en parla aussitôt à Olivia, qui entreprit des recherches et découvrit que la dite unité n'appartenait à aucun hôpital public. C'était une clinique privée, opérant sous le nom d'un centre de recherche affilié à Pharmanor. Aucun dossier patient accessible, aucune information publique, aucune adresse officielle. Olivia transmit tout à Guillaume. « Si vous laissez qu'il l'emmène là-bas, vous risquez de ne plus jamais revoir votre fils. » Ces mots frappèrent Guillaume en plein cœur. Il resta longtemps silencieux avant de murmurer « Ils veulent tout effacer. » Ce fut l'instant où il prit sa décision. Il protégerait Claire, il protégerait Olivia, et surtout, il protégerait Noé, quoi qu'il en coûte. Cette même nuit, Noé fit une nouvelle crise. Sa respiration devint courte, ses lèvres bleuirent. Les infirmières accoururent pour tenter de le stabiliser. Claire resta à son chevet tenant sa main, refusant de bouger. Guillaume entra et resta figé sur le seuil, voyant son fils se battre pour chaque souffle. Claire leva vers lui un regard rempli de larmes. « Je vous en prie, il faut arrêter ces médicaments. Vous le voyez bien, ils l'aggravent. » Guillaume ne répondit pas tout de suite. Il regarda les machines, le petit corps haletant, puis le plateau de médicaments encore prêt. Finalement, il se tourna vers l'infirmière. « Stoppez le traitement. Plus rien tant qu'on ne saura pas ce qui se passe. » L'infirmière hésita, puis obéit. Claire pleura en silence, entre soulagement et peur. Ce n'était qu'une petite victoire, mais capitale, Guillaume venait de choisir son camp le sien. Quand la crise fut passée et Noé stabilisé, Guillaume, Claire et Olivia se réunirent dans le bureau pour planifier la suite. Ils savaient qu'ils ne pouvaient ne plus attendre. Olivia commença à rassembler tous les fichiers du système hospitalier, les imprimant les sauvegardant sur des disques externes. Claire classa les lettres d'Émilie et les contrats trouvés dans le coffre caché. Guillaume contacta un avocat de confiance hors de la ville, lui expliquant qu'ils auraient peut-être bientôt besoin d'une protection légale. Il savait que ce combat serait difficile. Pharmanor disposait d'argent, d'influence et de pouvoir. Mais eux avaient une chose essentielle, la vérité. Ils décidèrent de tout révéler, les essais illégaux, les signatures falsifiées, l'exploitation des patients, les menaces. Claire sentait le poids immense de cette décision, mais ne recula pas. Guillaume était concentré, déterminé. Olivia gardait son sang-froid et sa méthode. Ensemble, ils étaient prêts à agir. Seul un obstacle demeurait le temps. Et Noé en manquait cruellement. Son état se dégradait chaque jour. Même après avoir cessé les médicaments suspects, les dégâts étaient déjà profonds.
Il parlait à peine, dormait presque tout le temps. Claire ne le quittait plus, lui lisant des histoires, lui faisant écouter de la musique douce, l'aidant à boire de petites gorgées d'eau. Guillaume passait désormais des heures auprès de lui, silencieux rongé par la culpabilité. Olivia appelait chaque jour, informant Claire de chaque fichier copié, de chaque sauvegarde effectuée. Mais les signes de menace se multipliaient, des appels anonymes, des coups frappés à sa porte, la nuit, une effraction dans sa voiture, sans vol apparent. Le message était clair, ils étaient surveillés. Pourtant, aucun d'eux n'abandonna. Ils n'avaient jamais été aussi proches de la vérité. Chaque soir, Claire regardait Noé et lui murmurait les mêmes mots. « Ah tiens, encore un peu, mon petit. » Le temps s'épuisait, mais le combat était loin d'être terminé. Avec toutes les preuves rassemblées, Claire, Guillaume et Olivia savèrent qu'il était temps de rendre l'affaire publique. Ils avaient besoin de quelqu'un capable de faire éclater la vérité, au grand jour quelqu'un d'assez crédible, pour ne pas être acheté ni réduit au silence. C'est alors qu'Olivia proposa Marc Delgado, un journaliste d'investigation réputé connu pour avoir révélé plusieurs scandales médicaux et politiques au cours de la dernière décennie. Sa réputation n'a jamais reculé devant la vérité quel qu'en soit le danger. Claire le contacta la première. Après un bref appel où elle lui exposa les grandes lignes de ce qu'ils avaient à découvert. Marc accepta de les rencontrer dans un lieu discret. La rencontre eut lieu dans un petit café tranquille, loin de l'hôpital et du manoir Cartier. Ils apportèrent tous les courriels imprimés, les copies de contrats, les captures d'écran de résultats d'analyses falsifiées et surtout la dernière lettre d'Émilie. Marc lut attentivement en silence, ne rompant son mutisme que pour poser quelques questions ou noter quelque chose dans son carnet. Lorsqu'il eut terminé, il les regarda et dit simplement « Ce sera énorme, mais vous devez être prêts. Rien ne restera calme après ça. » Il contacta ensuite plusieurs sources internes. À l'hôpital, recoupa les données internes avec les documents qu'Olivia avait sauvegardés et vérifia l'authenticité des lettres. Puis, sans prévenir, il publia la première partie de l'enquête sur son site et sur les réseaux sociaux. Le titre en tête d'article était sans appel « Essai caché comment Pharmanor a utilisé des patients fortunés comme cobayes ». L'article contenait des versions expurgées des contrats, les noms de plusieurs médecins impliqués et des photos des lettres d'Émilie. En quelques heures, l'histoire fit le tour du pays. Les médias s'en emparèrent et les réseaux explosèrent de colère. Le public exigeait des réponses. L'hôpital diffusa un bref communiqué niant tout, mais c'était trop tard. D'autres journalistes commencèrent à creuser. Le téléphone de Claire ne cessait de sonner. La boîte mail d'Olivia se remplissait de demandes d'entretien. Guillaume observait le tumulte silencieux, conscient de ce qui allait suivre, mais aussi que c'était nécessaire. La vérité était enfin sortie. Il n'y avait plus de retour en arrière. Les conséquences furent immédiates. Le lendemain de la publication, le docteur Deschamps tenta de fuir le pays. Son nom fut repéré par la sécurité aéroportuaire après une alerte sur les listes de surveillance. Il fut arrêté avant d'embarquer dans un vol privé et placé en détention. Dans ses bagages, on trouva plusieurs fioles de médicaments non enregistrés et des disques durs chiffrés contenant des fichiers numériques. Les enquêteurs mirent aussi au jour des contrats, le liant directement à Pharmanor. Il n'était pas un simple consultant, mais un partenaire actif de plusieurs essais non autorisés. Les preuves comprenaient des paiements qualifiés de primes de recherche et des notes internes mentionnant les résultats de tests et les profils de patients. Son arrestation fit immédiatement la une des journaux. Claire et Olivia suivirent les nouvelles stupéfaites par la rapidité des événements. Guillaume, assis dans le salon, tenait une des lettres d'Émilie entre ses mains. « Elle a essayé de nous prévenir, murmura-t-il.
Pour Claire, c'était une petite victoire. L'un des responsables faisait enfin face à la justice. Mais la bataille était loin d'être terminée. 2 jours plus tard, les procureurs fédéraux pénétrèrent dans l'hôpital munis d'un mandat. Ils scellèrent plusieurs sections du bâtiment, confisquèrent les ordinateurs, les dossiers médicaux et les registres de prescription. Les patients furent transférés vers d'autres établissements et leurs familles informées de l'enquête. Les médecins et infirmiers furent interrogés, certains suspendus, d'autres placés sous surveillance. Olivia resta en contact avec ses collègues et envoya régulièrement des mises à jour à Claire. De nouvelles révélations surgirent. Des dizaines de patients fortunés, au cours des 6 dernières années, avaient été intégrés à des essais cliniques non autorisés à leur insu. Certains étaient morts sans jamais savoir ce qui leur était arrivé. D'autres survivaient avec des séquelles irréversibles. Claire eut la nausée en lisant ces rapports. Ce qui était arrivé à Noé et Émilie n'était pas un accident isolé, mais une partie d'un système méthodique dissimulé derrière des termes médicaux et de fausses autorisations. La réaction du public fut violente. Des manifestations éclatèrent devant l'hôpital. Les chaînes d'information diffusèrent des mises à jour en continu. Le scandale devint national. Au manoir Cartier, l'atmosphère changea radicalement. La maison, jadis muette et endeuillée, était devenue l'épicentre d'une tempête médiatique. Des journalistes campaient devant les grilles des caméras pointées jour et nuit. Des fourgons satellites bordèrent la rue et des drones planaient au-dessus du domaine pour tenter de filmer l'intérieur. L'équipe juridique de Guillaume lui conseilla de garder le silence, de protéger sa famille de l'attention publique. Mais il refusa. Pendant des années, il s'était caché du monde, écrasé par la culpabilité et la peine. Cette fois, il décida de faire l'inverse. Il se posta devant la grille Claire à ses côtés et Noé assis dans un fauteuil roulant à sa droite. Les flashs illuminèrent la cour, les micros se tendirent envers lui. Guillaume parla d'une voix calme et assurée. « Ma famille a été utilisée et trahie. » Il déclara d'une voix posée, « Ma femme méritait mieux. Mon fils mérite mieux. Je ne me reposerai pas tant que les responsables n'auront pas été traduits en justice et tant que mon fils n'aura pas reçu les soins qu'il mérite vraiment. » À cet instant, Claire n'était plus simplement la gouvernante. Elle était devenue une protectrice, une chercheuse de vérité, une femme qui refusait de reculer. Noé, assis dans son fauteuil, une couverture sur les jambes, paraissait fragile, mais attentif. Il regardait la foule, les caméras, les flashs sans pleurer. Il serra simplement la main de Claire fort. Ce moment à la fois bouleversant et puissant marqua les esprits pour la première fois. Le public ne voyait plus Guillaume Cartier comme un riche homme d'affaires distant, mais comme un père luttant pour sauver son enfant. Les médias relayèrent immédiatement le discours diffusé sur toutes les chaînes et stations de radio. Les émissions de débat s'en emparèrent. Les auditeurs envoyèrent des messages de soutien. Et les dons commencèrent à affluer pour financer les poursuites contre Pharmanor. Dans l'ombre, Claire, Olivia et Guillaume continuaient de rassembler chaque document, chaque preuve en vue du procès. Mais en se tenant ensemble devant le manoir, ce jour-là, ils avaient déjà remporté une victoire majeure. Le monde les regardait désormais, et le mensonge ne pouvait plus se cacher. Loin de l'influence de Pharmanor et des personnes responsables de tant de souffrances, Noé fut transféré dans un nouvel établissement médical. Cette fois, le choix fut fait avec prudence. Olivia trouva une petite clinique indépendante, réputée pour sa transparence et son éthique. Les médecins n'avaient aucun lien avec l'industrie pharmaceutique et acceptèrent de reprendre le dossier de Noé depuis le début. Guillaume participa à chaque décision. Il assistait aux consultations, posait des questions et exigeait qu'aucune information ne lui soit cachée. Claire accompagna Noé dans l'ambulance, tenant sa main tout le long du trajet. À leur arrivée, les médecins entreprirent une série de tests.
En quelques jours, ils confirmèrent ce que Claire et Olivia soupçonnaient. Les anciens traitements avaient empiré l'état du garçon. Les médicaments fournis par Pharmanor n'étaient pas seulement inutiles, ils étaient nocifs. Pour la première fois, Noé allait recevoir des soins honnêtes et adaptés. Ce n'était pas une guérison miracle, mais c'était enfin le bon chemin. Le nouveau plan thérapeutique conçu sur mesure excluait tout produit expérimental. Les médecins rééquilibrèrent soigneusement son traitement, son alimentation et son repos. Il commença la kinésithérapie pour regagner en force sous surveillance constante. Claire restait auprès de lui chaque jour, aidant les infirmières, apprenant des médecins, veillant à ce qu'il se sente en sécurité. Guillaume venait quotidiennement parfois pour plusieurs heures. Il ne restait plus en retrait. Il s'asseyait à côté de son fils, lui lisait des histoires, l'écoutait quand il voulait parler. Olivia, de son côté, rendait visite le week-end apportant des dossiers liés à l'affaire judiciaire, mais aussi des sourires et des encouragements. Peu à peu, quelque chose changea. Après quelques semaines, le corps de Noé commença à réagir. Il ne vomissait plus, retrouvait un peu d'énergie, mangeait davantage. Un matin, il éclata de rire à une plaisanterie de Claire, pendant le petit déjeuner, le premier vrai rire depuis des mois. Au manoir, l'atmosphère n'avait plus rien de la froideur d'autrefois. Lorsque Noé fut assez rétabli pour rentrer quelques jours par semaine, le personnel transforma la maison lumière, plus douce, décors colorés, nouveaux jouets. Guillaume fit aménager une petite salle de jeu rien que pour lui, et Claire la décora avec des dessins et des livres illustrés. L'endroit, autrefois silencieux et glacé, retrouva vie. Le rire de Noé résonnait à nouveau dans les couloirs. Il n'était pas encore complètement guéri, mais le progrès était réel. Même les infirmières venues pour les contrôles remarquèrent son changement. Guillaume ne s'enfermait plus dans son bureau. Il travaillait désormais dans le salon pour rester près de son fils. Entre deux appels avec les avocats ou les médecins, il aidait Claire sans qu'elle n'ait à demander. Un jour, il s'excusa simplement. « Merci de ne pas avoir abandonné. » Claire lui répondit avec un sourire. « Je lui ai fait une promesse. » Il n'y avait rien d'autre à dire. Inspiré par tout ce qu'ils avaient traversé, Guillaume décida d'agir au-delà de sa propre famille. Avec l'aide d'Olivia, il fonda une organisation destinée à soutenir les victimes de fraude médicale. Ensemble, ils mirent en place un fonds d'aide pour les familles trompées par de faux essais ou des traitements dangereux. L'association offrait aussi une assistance juridique, des secondes opinions médicales et un accompagnement psychologique pour les victimes. Guillaume mit sa fortune au service d'un véritable changement. Olivia en dirigeait la partie juridique, collaborant avec des avocats et des enquêteurs. Claire, elle apportait son expérience humaine, celle d'une femme qui avait connu la peur, la douleur et la lutte, et qui avait choisi de rester debout. La voix de Claire apportait une touche d'humanité au projet. La Fondation reçut très vite un soutien public. Après le scandale Pharmanor, beaucoup voulaient enfin appuyer une initiative qui protégeait réellement les patients. Pour Guillaume, il ne s'agissait pas d'image ou de réputation, c'était la promesse que plus jamais personne ne subirait ce que sa femme et son fils avaient enduré. À mesure que Noé reprenait des forces, sa personnalité refaisait surface. Il posait des questions, jouait plus longtemps et commençait même à apprendre à lire quelques mots. Avec patience et joie, Claire l'aidait célébrant chaque petit progrès. Guillaume les rejoignait souvent pendant ces moments. Parfois, il participait. D'autres fois, il se contentait de les regarder, un sourire attendri aux lèvres. Le lien entre eux était plus fort que jamais. Ils n'étaient plus simplement une famille sur le papier, mais une véritable famille née de la lutte et de l'amour. Claire gardait ses habitudes tranquilles, se levant tôt pour préparer tout ce dont Noé avait besoin. Mais désormais, il y avait de la paix dans ses gestes.
Elle ne réagissait plus aux crises, elle aidait à construire un avenir. Olivia venait régulièrement non seulement comme partenaire professionnel, mais comme amie. Ensemble, ils avaient trouvé quelque chose qu'ils ne cherchaient pas au départ, la connexion, la guérison, le sens. La douleur n'avait pas disparu, mais elle ne dominait plus tout. Le manoir Cartier, autrefois rempli de tension et de silence, résonnait maintenant de vie. Il y avait encore des jours difficiles, surtout lorsque Noé avait des rechutes, mais il ne les affrontait plus seul. Il y avait de la confiance, du courage et un sentiment de contrôle retrouvé. En traversant les couloirs, Claire entendait souvent la voix de Noé venant de la salle de jeu ou de la cuisine, parfois un éclat de rire, parfois un appel doux, Claire. Guillaume lui aussi avait changé, moins distant, plus présent, plus sincère dans ses émotions. Ensemble, ils gardèrent la mémoire d'Émilie vivante. Noé posait souvent des questions sur sa mère, et Claire comme Guillaume répondait avec honnêteté, lui montrant des photos, lui racontant des souvenirs. Ces moments n'étaient plus tristes, ils étaient emplis d'amour et d'espérance. Pour la première fois depuis longtemps, l'espoir ne paraissait pas illusoire. Il était réel, forgé par la vérité, le courage et le cœur. Les mois passèrent et la vie prit un nouveau rythme. Un après-midi ensoleillé, Noé courait dans le jardin du manoir. Ses pas étaient rapides, légers, son rire emplissait l'air. Il ne se contentait plus de survivre, il vivait pleinement. L'enfant autrefois relié aux machines poursuivait maintenant les papillons, appelant Claire pour venir voir. Guillaume, assis sur un banc, l'observait sans détourner le regard une seule seconde. Claire, à l'ombre d'un arbre, souriait en silence. Elle l'avait vu, à son pire l'avait soutenu, à travers la douleur, et le voir courir à nouveau était un miracle qu'elle avait autrefois cru impossible. Olivia arriva quelques minutes plus tard, saluant depuis la grille du jardin. Tout semblait différent. La vie avait été reconstruite pas parfaitement, mais avec sincérité, et c'était ce qui la rendait solide. L'affaire Farmanor était devenue mondiale. Les enquêtes s'étendaient à d'autres pays. D'anciens dirigeants étaient inculpés. Des lanceurs d'alerte de diverses institutions révélaient une longue liste d'expérimentations cachées, de manipulations de patients et d'essais contraires à l'éthique. Le scandale servait désormais d'exemple dans les conférences, les séminaires juridiques et les écoles de médecine, marquant un tournant dans la réflexion sur la responsabilité scientifique. Les médias continuaient de suivre l'affaire. Guillaume accordait des interviews, non pour attirer la compassion, ni laver son nom, mais pour maintenir la vérité sous les projecteurs. Olivia travaillait avec des journalistes, des juristes et des législateurs pour rédiger de nouvelles règles de transparence. Mais la plus grande avancée fut l'annonce officielle de la création de l'Institut Émilie Cartier pour la recherche éthique. Sa mission: promouvoir la transparence dans les essais cliniques, soutenir les familles victimes de fraude médicale et former la prochaine génération de soignants à l'intégrité scientifique. L'inauguration, préparée depuis des mois, eut lieu sous un ciel calme, dans une atmosphère à la fois solennelle et paisible. La cérémonie se déroula dans un auditorium simple mais élégant, financé par des dons de ceux qui avaient suivi l'histoire. Médecins, journalistes, familles, survivants et étudiants s'y retrouvèrent. Guillaume monta sur scène, tenant dans ses mains un dossier contenant plusieurs lettres d'Émilie. Ses mains ne tremblaient pas, mais sa voix portait toute l'émotion de sa mémoire. Il lut quelques passages, non pas ceux de la douleur, mais ceux où Émilie parlait de son espoir pour Noé et de sa conviction que la science devait toujours servir la vie, jamais le profit. La salle entière écoutait dans un silence ému. Puis Guillaume se tourna vers Claire, qui se tenait à quelques pas derrière lui, la main de Noé dans la sienne. « Il fut un temps où j'ai failli perdre mon fils, dit-il. Une fois à cause de la maladie et une autre à cause de ma propre cécité. Mais Claire n'a jamais abandonné. Elle l'a sauvé non seulement avec ses soins, mais avec son courage.
La salle se leva pour applaudir. Claire sentit son cœur se serrer, non par vanité, mais à cause de la vérité contenue dans les mots de Guillaume. Elle n'avait rien fait pour la reconnaissance. Elle l'avait fait pour Noé. Quand les applaudissements se calmèrent, Guillaume invita doucement Noé à s'avancer vers le micro. Le garçon vêtu d'un petit costume s'approcha lentement, visiblement intimidé. Mais lorsqu'il sourit, toute la salle lui répondit d'un même sourire. « Elle m'a promis qu'elle me sauverait », dit-il d'une voix claire. Et elle l'a fait. Les applaudissements reprirent plus forts encore. Claire s'approcha, le serra dans ses bras. Ses yeux se remplirent de larmes, pas de tristesse, mais de joie, de soulagement et de fierté mêlée. Tout ce qu'ils avaient traversé lui revint en mémoire, les nuits à l'hôpital, les disputes, les menaces, les secrets, la peur. Tout cela les avait conduits ici. Elle regarda Guillaume, puis Olivia, puis la foule. Ce n'était plus seulement un hommage à une femme disparue. C'était la continuité de ce qu'Émilie avait voulu créer. Et cela signifiait quelque chose de vrai, de durable. Le reste de la cérémonie fut marqué par des témoignages des souvenirs partagés et des projets pour l'avenir. Beaucoup vinrent remercier Claire, des familles qui avaient vécu des drames similaires, des médecins qui avaient appris de cette histoire et changé leurs pratiques. Olivia prononça un court discours sur l'importance de la transparence. Guillaume répondit aux questions des journalistes, mais le moment le plus fort eut lieu après, quand tous trois, Claire, Guillaume et Olivia, se tinrent dehors, regardant Noé jouer avec d'autres enfants. Le son de son rire ne leur rappelait plus ce qu'ils avaient perdu, mais ce qu'ils avaient sauvé. Claire s'assit sur un banc, fatiguée, mais sereine. Guillaume la rejoignit. « Elle serait fière de nous, » dit-il doucement. Claire hocha la tête. « Je crois qu'elle l'est déjà. » Il n'y avait plus de colère, plus de silence, seulement une compréhension tranquille entre des êtres qui avaient affronté l'obscurité et choisi de bâtir quelque chose de meilleur. Ce soir-là, ils rentrèrent au manoir. Ce n'était plus un musée du chagrin. Les photos d'Émilie ornaient toujours les murs, mais elles apportaient désormais du réconfort au lieu de la douleur. Le personnel souriait davantage, l'air paraissait plus léger. Noé traversait les couloirs d'un pas assuré, montrant ses dessins ou appelant Claire pour lui montrer ses constructions. Elle le suivait, le cœur apaisé. Guillaume resta un instant près de la fenêtre, regardant le jardin, où son fils s'était autrefois battu pour survivre. Olivia, assise à la table de la salle à manger, étudiait les nouveaux projets de la fondation. Ils n'étaient plus simplement liés par la tragédie. Ils étaient devenus une véritable famille, non pas unis par le sang, mais par les choix. Des choix de se battre, de soigner, de croire, et de rester là où tant d'autres auraient enfui. Pour la première fois depuis longtemps, il y avait de la paix, une paix réelle, et avec elle, un avenir auquel ils pouvaient enfin croire. Et voilà, notre histoire touche à sa fin. Merci d'avoir été avec nous jusqu'ici. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et quelle partie vous a le plus touché. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.